Le guide des quality writers de Google, c'est la source qu'il faut prendre. J'ai raté ma question, je suis d'écouter de suite. Et c'est là où c'est difficile d'identifier quelles sont les sources crédibles. Mais au milieu, on va avoir des sources qui vont revenir. Ça me rassure. On contrôle toutes les missions qu'on publie, pas de désinformation. Tu m'as parlé de bibliothèque quand on préparait ce podcast. J'aimerais que tu creuses parce que c'est des tips assez cool. Salut tout le monde, c'est Laura d'Abondance. Aujourd'hui, on reçoit Julien de chez Getfluence, une plateforme de liens. Mais ne vous méprenez pas, il est consultant on-site et on va parler des signaux de confiance pour Google et pour les LLM. Bon visionnage. Salut Julien. Salut Laura. Tu vas bien? Ouais, très bien. T'es consultant SEO chez Getfluence. C'est ça. Tu viens plutôt du on-site. Oui. Ça fait quoi d'être le seul qui fait du on-site dans une boîte qui vend du off-site? Ça fait, ça ajoute quelque chose. Ça ajoute quelque chose, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des discussions qui sont assez longues. Et ça, je pense que les discussions longues, c'est bien. Il y a toujours pas mal de choses à prendre. Et donc, c'est un peu le but, si tu veux. Voilà, je pense que ça apporte de la valeur. Donc, tu es depuis 1 an chez Getfluence. C'est ça. Qu'est-ce que tu leur apportes? Pourquoi avoir recruté ce profil-là on-site chez eux? C'est toujours difficile de parler pour soi-même. Il faudrait la poser la question aux autres. Mais de ce que j'entends, moi, des remontées fréquentes sur le sujet, je vais amener en fait toute une expérience derrière. Ça fait quoi, 15 ans que je fais ça. J'ai été freelance, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé pour différentes industries. Et du coup, j'amène ce que j'ai rencontré comme succès, évidemment. En SEO, on réussit des choses, et on a aussi pas mal d'échecs. Et ça, il ne faut pas s'en cacher. Puis ces échecs-là, en fait, quand on appuie sur un bouton qui ne marche pas, forcément, moi, j'ai tendance à documenter les deux et à me dire, ça, je ne vais plus le refaire, du moins pendant un certain temps, le retester un peu plus tard. Et tout ce qui marche, c'est la même chose. C'est-à-dire le fait de documenter, de se dire, ça marche 5 fois sur 10, c'est quelque chose dans une industrie qu'on peut reproduire. Puis ça, je pense que j'apporte ça aussi dans l'accompagnement client. Voilà. Donc toi, tu fais des tests en interne sur le on-site. Quand on a discuté pour préparer ce podcast, tu m'as dit je veux parler de confiance. Oui. Et c'est vrai que Getfluence, comme d'autres plateformes, une partie des SEO, on vous voit comme c'est là-bas que j'achète mes liens. Ouais. Et ce truc de confiance, ça peut être soit un peu flou, soit un peu bullshit. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Pourquoi est-ce que toi, tu t'intéresses à la confiance? Et qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 10 ans où, la confiance, fallait juste acheter plein de backlinks et basta, quoi. Ouais. Ce qui m'a fait changer, moi, c'est le test, justement. Et quand tu essayes des choses et que tu te dis, je vais appuyer sur de l'autorité, je vais acheter du lien, ça marche. Pourquoi changer tant que ça marche? Le jour où ça marche moins bien et que d'autres acteurs arrivent à mieux se positionner sans appuyer nécessairement sur un bouton, uniquement sur un bouton d'autorité, là, tu te poses des questions. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'il faut se les poser, c'est important. Et de là, en fait, on va analyser les cas. On va voir que dedans, on va répéter les actions, notamment sur du maillage, de la mention. On va aller chercher, en fait, de la médiatisation, on va aller générer de l'engagement. Tout ça, c'est des signaux un peu qualitatifs qui vont appuyer le reste. On sait que la confiance, c'est important, c'est un peu impalpable. Ouais. Et dans la sphère SEO, nous, ce qu'on veut, c'est des tips, des astuces, du concret, et c'est pour ça que tu es là. L'objectif de cet échange, c'est comment est-ce qu'on traduit cette notion de confiance en concrètement quelle action je dois faire pour envoyer des signaux de confiance à Google. Est-ce que tu as déjà fait un top 5? Est-ce que tu as en tête des résultats de tests où tu te dis ça, c'est clairement des trucs qu'il faut absolument faire? Et si oui, par quoi on commencerait? Oui, bien sûr. Ça, comme je disais, on documente. Donc oui, on a ces top 5-là. Et puis, il ne faut pas oublier que Google n'est plus tout seul maintenant, hein, sur le marché. Et donc, ces tips-là, on va aller regarder leur efficacité sur à peu près, autant sur les moteurs de réponse IA que sur Google. Et donc là, nous, on va identifier, par exemple, la notion de transparence, maillage interne, maillage externe. Maillage interne, maillage externe. Le maillage interne, tout le monde le fait. Tout le monde s'est dit dans toutes les conférences SEO. Le maillage externe, c'est moins quelque chose d'évident. Nous, quand on en parle avec les personnes avec qui on travaille, on dit « Ah oui, il faut faire ça. » Le maillage externe, c'est aller chercher des sources. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. C'est pas l'ennemi du SEO d'aller pointer nos articles vers des sources externes
Oui, quand tu dis maillage externe, c'est pas les backlinks, c'est les liens sortants du Les liens site. sortants, tout à fait. Les liens sortants, ça va aller chercher en fait de la crédibilité et là, ça va beaucoup appuyer sur la notion de confiance. Il y a, les sources, évidemment les sources, de départ, les domaines référents qui vont appuyer. Ces domaines référents-là, heu, aujourd'hui, on n'est plus dans aller chercher de la masse. C'est plus du tout, enfin, vous pouvez essayer, mais en fait, c'est pas quelque chose qui va apporter une réelle différence par rapport à des acteurs qui vont vraiment optimiser leur SEO. Donc toi, tu es plutôt partisan de peu de liens, mais depuis des sites à forte autorité, que plein de petits liens? Alors non, il faut faire pour moi de la quantité, mais il faut la faire dans une notion d'équilibre. L'équilibre, c'est super important, c'est-à-dire qu'il faut bien nous, on va l'identifier au départ. C'est une des photos qu'on fait au départ quand on travaille avec un client. Bah, l'équilibre d'autorité. C'est quoi un équilibre d'autorité? Bah, dans les différentes tranches d'autorité, c'est quoi ma part de domaine référent? Est-ce que j'ai, 80 qui sont en dessous de 10 DA? Est-ce que j'ai un 20 25, 25 entre 30 et 40? J'en ai 20 au-dessus? Généralement, pour être tout à fait honnête, c'est souvent les tranches supérieures qui sont manquantes, parce que c'est difficile à obtenir. Ouais. Mais si on arrive à avoir même en dessous de 60, on arrive à avoir une notion d'équilibre, on identifie rapidement les priorités qui sont d'aller chercher des domaines à forte autorité, mais c'est déséquilibré. Il faut commencer par ça, je pense. Quand tu parles de cet équilibre-là, c'est un équilibre par rapport à mes concurrents? C'est-à-dire, s'ils ont un certain ratio, il faut que je vise ça? Ou est-ce qu'il y a un équilibre entre mes domaines référents, moyens constatés sur toutes les SERP? Eh bah, les 2. Les 2 parce qu'on vit pas dans un environnement clos, en fait, et ça, bah, voilà, on est beaucoup à le prendre en compte, mais pas tous. C'est important de le rappeler, en fait. Quand on fait des actions SEO, on n'est pas en vase clos, il faut vraiment regarder son marché et l'analyse concurrentielle, c'est majeur, en fait. C'est vraiment majeur de regarder ce que font les concurrents, alors autant au niveau off-site qu'au niveau on-site. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'intérieur? Quels signaux de confiance? Quelles références ils vont avoir dans leurs mentions? On va en parler, mais ça aussi, c'est un critère super important d'avoir, des, experts ou des auteurs référents qui vont parler autant sur des citations, sur des témoignages en on-site. Ça a une force qui est puissante, en fait. Donc toi, tu utilises l'IA pour évaluer la confiance qu'inspire un contenu? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu peux nous dire comment? On a le droit de te voler cette méthode ou pas? Oui, 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 oui. Ah bah, après, effectivement, tant qu'on n'a pas le prompt, c'est assez difficile de le voir, mais la méthode, en fait, elle est, bah, c'est assez simple. C'est-à-dire que, bah, déjà, il y a la construction d'un prompt avec, une personnalisation, un contexte, des contraintes, tout ce que tu vas utiliser. Ça, vous pouvez assez facilement le trouver sur le web, hein, comment on construit, les différentes étapes d'un prompt et à l'intérieur, nous, on va utiliser des documents de référence et on va dire, bah, par exemple, on va utiliser le guide des quality writers de Google qui, pour moi, c'est la source. Si on doit en choisir qu'une, c'est la source qu'il faut prendre quand on contextualise sur du on-site, sur de la vérification de, bah, est-ce que j'appuie sur les bons boutons et si j'appuie pas sur les bons boutons, lesquels il faut que j'active? Ben, forcément, le quality writer, s'il est régulièrement mis à jour et donc du coup, vous allez autour de ça, vous allez, construire un système de notation. Donc moi, je vais construire un prompt, qui va évaluer de 1 à 10, tous les critères des quality writers. Il va se baser là-dessus et il va me dire, bah, ceux qui sont mal classés. Alors je lui dis: «Qu'est-ce que c'est un mauvais classement? OK. Qu'est-ce que c'est un bon classement?» Et donc il va, me dire: «Ben, il faut plutôt que tu appuies sur ça. Comment? Comme ça» et il va me faire un tableau, en fait. Donc tu te sers des quality writers à la fois comme échelle d'évaluation Ouais, et source de recommandation d'amélioration du contenu. ouais, 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 carrément. Il va falloir que tu la sortes cette, citant parce que moi ça Et ben, je m'intéresse. l'ai sorti, figure-toi. Moi j'avais, du coup moins automatisé la chose, mais, tu sais dans les consignes de Google, il y a une quinzaine ou une vingtaine de questions pour évaluer la qualité Ouais, d'un contenu. exact. Moi, j'avais utilisé ça plutôt comme matrice. Alors du coup, je l'avais pas automatisé, mais en effet, quand un client, tombait, je lui disais: «Bah, pose-toi toutes ces questions avec le recul que tu peux avoir». Mais en fait, c'est très dur de mettre de l'objectivité dans un contenu que tu as toi-même rédigé. Et ouais, ouais. Donc c'est pas bête. Et ben écoute, j'irai télécharger l'erreur. Il est vraiment très fort. Voilà. OK, donc ça, c'est ta manière d'évaluer le niveau de confiance d'un contenu. Oui. Tu parlais tout à l'heure des mentions. Ouais. Est-ce qu'on peut finir sur la partie on-site Oui. avant de parler des experts mentions? On en a parlé un peu hier, donc je vais attendre un peu parce que c'est une partie quand même hyper importante et assez cool, surtout à l'ère des LLM. Est-ce qu'en dehors de cette partie-là, il y a d'autres notions comme ça de confiance qui sont traductibles par des choses très concrètes sur le on-site?
Sur le on-site, bah, il y a, et on a parlé évidemment de la transparence. On va avoir, sur la notion, le positionnement, en fait, quand on va, aujourd'hui, en fait, moi, je suis plutôt partisan de positionner, tout le monde travaille le ranking, tout le monde cherche des mots-clés, c'est la base de notre métier. Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur uniquement des mots-clés. C'est-à-dire que moi, les articles, je vais plus les positionner sur des clusters thématiques, sur du segment. Et je vais identifier ça. Quel intérêt ça a de faire ça? Ça a un intérêt d'aller chercher des positionnements LLM, parce qu'on est sur des requêtes conversationnelles qui sont vraiment enfin, il peut y avoir énormément de requêtes sur un seul thème. Et donc, le fait de se positionner sur un cluster fait qu'on va adresser avec nos pages toutes ces requêtes, enfin toutes, une bonne partie de ces requêtes conversationnelles. Et pour les identifier, rien de mieux que les People Also Ask de Google et c'est toutes ces questions fréquemment posées. Et donc ça va. Alors évidemment, il faut aller aussi regarder les LLM parce que c'est ça aussi qu'on va chercher dans les questions fréquemment posées. Mais de les positionner sur des clusters. Et c'est un autre avantage qui est moins évident, qui est qu'en fait, quand vous allez, notre métier à nous, de consultant SEO, il est évidemment d'optimiser, notre visibilité, mais il est aussi de convaincre autour de nous des personnes qui ne sont pas du SEO. Dans une entreprise, un consultant SEO dans une entreprise, il va falloir qu'il montre ses résultats. Et pour montrer quoi de mieux pour montrer ses résultats? De parler de segments d'affaires plutôt que de parler de mots-clés. Et donc, il suffit juste de faire la traduction entre les mots-clés et un segment. C'est ce qu'on fait, nous, pas mal avec nos clients et on voit vraiment la différence. Ouais. Pour amener un peu de pédagogie et de Ouais. définition, cluster thématique, Ouais. c'est un sujet, un ensemble de sujets, une sémantique, un propos, une intention. En fait, on peut un peu regrouper tout ça. Et du coup, en effet, on ne parle pas juste de mots-clés, mais généralement, c'est un ensemble de mots-clés. Et on l'associe généralement à un persona. Donc, on va dire, moi, je vais adresser la personne qui recherche tel truc et elle se pose telle question. Ça va définir un cluster thématique. Oui, et puis, c'est aussi, il y a une stratégie d'affaires dans une entreprise et on part de là aussi. L'exemple, c'est pas forcément que des thématiques que tout le monde connaît. J'ai l'exemple dans l'assurance, mais nous, ça nous est arrivé de travailler sur de l'assurance décennale. Mais du coup, quand on déroule à l'intérieur, on va avoir des segments de type, bâtiment, de type, artisan, de type auto-entrepreneur. Ça, c'est des segments et à l'intérieur, nous, on va mettre des mots-clés et donc ça permet de traquer alors les résultats aussi. De fait d'avoir associé des mots-clés à des clusters, quand tu suis ton positionnement de mots-clés, bah, derrière, tu suis ton positionnement de segment. Ouais. C'est des moyennes. Ouais. Donc en fait, tu as une position moyenne sur un ensemble Ouais. de thématiques, un peu comme dans les outils de suivi de positionnement où tu as cette fonctionnalité de thématique. En fait, tu rentres pas forcément au niveau de chaque mot-clé. Oui, tu as une position moyenne sur la thématique bâtiment, assurance décennale. Et ce que Et tu ouais, ouais, ça te permet de bien te comparer sur, et ça aussi, c'est là où le lien entre on-site, off-site. Parce qu'on va avoir des notions, bah, c'est quoi la thématique où je galère à me positionner? Et bah, dans cette thématique-là, quels sont les sujets que je peux aller chercher? Enfin voilà, après Ouais, je vois. il y a des passerelles. Bon, parlons des LLM maintenant. Ouais. Nouveau terrain de jeu pour les SEO. On sait que le trafic sort un peu de Google. Ça commence aussi sur TikTok, Amazon, YouTube. Maintenant, on va parler de Perplexity, ChatGPT. Ils se dotent tous de fonctionnalités de recherche. Et puis, bah, il y a cet enjeu du coup d'inspirer confiance au LLM. Mmh. Donc ma première question, est-ce qu'on inspire confiance au LLM de la même manière qu'on inspire confiance à Google? Pour adresser tout ça, en fait, il y a, pour moi, il y a des leviers. OK. Pour les adresser tous ces canaux en même temps. Il y a évidemment le levier de marque, mais ça, on en parle très souvent. Associer sa marque à comment dire? Ces PAA, ces requêtes conversationnelles parce que, et c'est la notion on n'est pas si loin de la notion d'auteur référent parce que, une marque, elle est personnifiée dans les LLM. C'est comme une personne et donc du coup, si ta marque, elle est référente, qu'elle a beaucoup parlé sur un sujet, elle a été profonde. Elle a traité un sujet de manière profonde avec des angles complémentaires, bah, plus elle va être experte, selon moi, selon les résultats qu'on voit nous, on voit bien qu'elle remonte plus facilement dans les LLM, heu, parce qu'elle a beaucoup parlé sur ce sujet, parce qu'elle a un historique de prise de parole qui est puissant. Donc toi, la première approche pour apparaître dans les LLM, c'est, produire beaucoup de contenu en profondeur sur un sujet précis et c'est cette quantité qui va faire que tu apparais soit dans les sources, soit dans la réponse. Le contextualiser à un max, c'est-à-dire que pas nécessairement en faire, des tonnes de contenus, mais des contenus qui sont profonds. OK. Avec, en ratissant les angles et on revient à la notion de concurrence.
les angles qui sont peu traités par ses concurrents. Ouais. Et ça, enfin voilà, au lieu de se creuser la tête pendant, des semaines sur, qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais mettre à jour mon contenu avec des angles, des nouveaux développements, bah, oui, je vais regarder les actus, mais je vais aussi regarder ce que fait mes concurrents. Ils en ont pas parlé. Du coup, si je reprends ma question de tout à l'heure, on en était à se dire: «Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer des signes de confiance au LLM?» Ouais, Idéalement, d'identique entre Google et LLM, tu vois? Est-ce que j'ai des canaux, enfin des leviers à activer qui vont améliorer la confiance et pour Google et pour les LLM ouais. dans mes stratégies d'optimisation? Oui, 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 les sources, notamment identifier des sources crédibles. Alors crédible, alors on est très quali sur terme. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot crédibilité? C'est toujours, c'est la vraie question. Mais, les la notion de source crédible, autant pour les LLM que pour Google, nous on va essayer d'identifier et la méthode qu'on utilise pour ça, c'est, alors évidemment quand on va taper des requêtes, conversationnelles sur LLM, on va jamais avoir les mêmes réponses, les mêmes sources. C'est là où c'est difficile, d'identifier quelles sont les sources crédibles. Mais au milieu, on va avoir des sources qui vont revenir. Et ça, nous, on le constate vraiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir, sur 10 sources, il va y avoir 2 sources qui vont, revenir. Pas tout le temps, mais 8 fois sur 10 qui vont revenir. Bah, ces sources-là, faut aller y s'y positionner. Et du coup, chez ces sources-là, Ouais. moi, je pressens que comment dire? Que le backlink est inutile. Je m'explique. Je pressens que pour apparaître dans les sources, il vaut mieux une mention où il va te dire pourquoi telle marque, bref, il vaut mieux une mention Mmh. dans l'article et finalement, qu'il y ait un backlink ou pas, ça n'impacte pas le fait que cette source te cite. Je me trompe ou il y a un truc? Bah, en fait, oui et non. Oui, la marque, je te rejoins sur la partie marque. C'est une évidence pour que, il faut que ta marque soit associée et la mention de marque, c'est ce qui va faire qu'elle est associée à un contexte, une profondeur thématique, sémantique. Mais derrière, avoir un lien, c'est qu'à partir du moment où tu as fait un article, où tu l'as travaillé, ça coûte pas plus cher d'aller chercher un lien. Ouais. Et évidemment, les moteurs, c'est des robots qui classent, hein. Faut vraiment, garder en tête qu'on n'est pas c'est pas des personnes derrière qui vont classer les contenus et quand on sait et quand on garde en tête que c'est des robots, le fait d'avoir un lien, Ouais. forcément, c'est une passerelle. Donc il faut pas l'oublier. Après voilà, les 2 pour moi sont utiles. Est-ce que cette arrivée des LLM, cette nécessité d'avoir des mentions dans les sources et des backlinks, mais Mmh. globalement, on sait qu'il faut apparaître dans le texte des sources pour apparaître dans la réponse du LLM. Est-ce que ça doit changer la manière dont on aborde l'éditorial des sites sur lesquels on va chercher des backlinks? Oui, mais c'est bien avant ça pour moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait on n'est plus dans aujourd'hui, enfin, on a vu, il y a plein d'exemples, il y en a un qui me vient en tête, qui est assez énorme, qui est pas toujours lié on l'a pas toujours lié à ça, mais ce qui s'est passé l'année dernière, fin 2024 avec, l'abus de réputation Google qui, il a planté énormément de sites médias parce que, ils avaient mis, l'exemple des codes promo, qu'on a vu passer, à maintes et maintes reprises. C'est vrai pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a décontextualisé l'information. Ces médias-là, en fait, Google nous dit très justement qu'il a besoin d'une implication de l'éditeur, du site sur un contenu. C'est pas juste alors, il va y avoir des ententes entre une marque qui va vouloir publier quelque chose, un site web qui a une ligne éditoriale. Faire la passerelle systématique entre cette ligne éditoriale et le contenu qu'on va publier, c'est indiscutable. Il faut absolument le faire parce que sinon on arrive à cette notion, bah, d'abus de réputation-là et on se prend un tir énorme de Google, quoi. Tu m'as parlé de bibliothèque Oui. quand on préparait ce podcast. J'aimerais bien que tu creuses parce que c'est des tips assez cool. C'est vraiment du pur bon sens, mais en fait, il faut y penser, quoi. Quand on a besoin d'avoir des citations, des témoignages dans des articles et ça, enfin, on en a parlé, hein, c'est super important et des fois, en fait, on va aller chercher des partenaires, des clients, pour qu'ils donnent leur avis, mais ça prend du temps. On sait très bien que, il y a toujours des vérifications internes et tout, puis l'article, il doit sortir, il y a une date, il doit sortir et pour pallier à ce problème-là, bah, nous, on a créé des banques. On a créé un simple, Google Sheet ou un Google Doc où dedans, on va stocker toutes les citations, les témoignages par thématique qu'on va aller chercher, chez nos clients, chez nos partenaires. Même si on va pas les utiliser tout de suite, on les a.
Et après, on va piocher. Un article qui est sur une thématique, on va dire, bah, ce témoignage-là, on a l'accord, on a tout. On peut le prendre quand l'article est prêt à être publié. Ouais. Donc tu prends une verticale, tu dis, enfin plutôt un cluster, du Ouais. coup j'imagine. Donc tu as une bibliothèque par cluster, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Et quand on voit qu'elle se vide, bah forcément, on va en chercher des nouveaux. Mais est-ce que tu vas prendre je sais pas, une citation de Laura Blanchard de chez Abondance et tu vas la mettre sur un article d'un de mes concurrents? Ça peut arriver? Non, non, en fait, effectivement, c'est le Limite. gros risque. Non, 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 en fait, même si c'est stocké en attente d'être publié, quand il y a une option de publication, la personne qui a mentionné ou qui a parlé, elle est prévenue, on a on a un appel, on explique où c'est qu'on va publier, c'est oui, c'est non. Si c'est oui, ça publie, si c'est non, on en cherche une autre et on voit si c'est possible. Mais oui, évidemment, c'est oui. Ça me rassure. Bon, du coup, on a parlé, des signaux de confiance on-site. Ouais. On a parlé, des LLM, hein, comment la confiance, elle se traduit dans les LLM et chez, Google. On n'a pas tant que ça parlé de off-site finalement, alors que tu viens de chez Getfluence. Comment on inspire la confiance au travers des backlinks? Dans le off-site, il y a effectivement des leviers qui vont appuyer sur tout ce qu'on a parlé sur du on-site. L'équilibre d'autorité dont on a déjà parlé, ça, c'est un signal de confiance off-site. Et la médiatisation, qui je pense, c'est un levier aussi majeur, ce que nous, on appelle la médiatisation. Et ça marche sur les LLM et sur Google. OK. C'est, d'une part, pousser en page d'accueil, ton article, c'est-à-dire que tu vas publier sur un média comme Abondance et avoir un relais en page d'accueil, pour moi, ça a 2 avantages. Le premier avantage, ça envoie un signal de confiance, évidemment, parce que le média t'a fait confiance, il t'a mis en page d'accueil et il y a un signal de technique qui va économiser le crawl de Google, et ça, on sait l'enjeu d'une économie de crawl pour un Google, qui galère sur cet aspect-là quand même pas mal, et donc ça va lui plaire au robot que tu aies voulu économiser, que tu lui as raccourci le chemin et donc forcément, il va te récompenser. Donc il y a ça et il y a l'engagement. Tu vas pousser, sur les réseaux sociaux, sur tes newsletters, avoir un engagement fort au début d'une publication, ça a un impact qui est hyper fort. Tu me parlais des éditeurs. Ouais, Je trouve ça important, en effet, tu as raison, la vente de liens, c'est un des modèles économiques. ouais. Ça devient de plus en plus facile de monter des sites et du coup, la première étape, c'est souvent la vente de liens parce que c'est de l'argent plus rapide Mmh. que de l'AdSense, par exemple. Et si tu avais des conseils à donner à des éditeurs qui veulent se lancer et demain trouver un moyen de gagner de l'argent avec leur site, que ce soit par la vente de liens ou autre chose, ce serait quoi? Par, les offres de médiatisation, c'est un super axe parce que, c'est une plus-value vraiment un SEO puissante, donc c'est quelque chose qui peut se valoriser. Tu peux avoir très bien une offre standard qui est, publication d'un article, tu peux avoir une offre avec de la médiatisation, tu peux, imaginer, ça n'existe pas encore, mais tu peux imaginer une offre avec, des, heu, des personnes référentes chez toi qui vont, laisser un témoignage sur un article. Mais tu peux imaginer, des journalistes, alors sans évidemment, et c'est cette notion, il faut vraiment faire attention à, pas rentrer, et ça, j'insiste là-dessus. Puis, nous, on appuie sur cette notion-là, on fait vraiment super attention. On contrôle toutes les missions qu'on publie dans la notion où, pas de désinformation. C'est super OK. important. Tu dis pas, enfin, tu vois? Mais l'éditeur, de toute façon, un éditeur qui s'implique ne va jamais laisser passer quelque chose qui colle pas à sa ligne éditoriale. Mais, on a cette charte éthique qui nous impose à, si tu veux, quand tu proposes du off-site, en contrepartie d'un paiement, tu peux très bien avoir des personnes qui veulent manipuler l'information, qui viennent acheter quelque chose. Et ça, il faut y faire super attention. Puis nous, on est vraiment très strict sur le sujet. Comment tu contrôles? Ben, on contrôle, à la fois avec le média, on contrôle nous avec ce que la personne, au niveau du brief, tout passe par la plateforme en fait, hein. Tu peux pas, tout l'échange passe par la plateforme et ça, c'est contrôlé. On a des équipes, nous, SAV, qui s'occupent du contrôle mission, qui s'occupent enfin voilà, on a des équipes, humaines. Alors on a des IA qui vont évaluer tout ça, mais on a aussi des équipes humaines qui vont faire le taf. Donc vous avez déjà refusé des clients parce que Oui, vous avez vu qu'ils voulaient faire de la oui, désinformation? tout à fait. C'est arrivé. OK. C'est arrivé, notamment quand tu peux très bien avoir des campagnes, tu peux très bien avoir, quand tu as des notions, alors, il y a la notion de politique forcément auquel on pense,
mais ça peut arriver. Peut-être il y en a qui veulent, des fois influencer et tout ça et nous on regarde cette notion-là. C'est important, ouais. Merci Julien Avec plaisir. pour cet entretien. C'était cool de venir parler de confiance, surtout, depuis quelqu'un qui bosse, sur une plateforme de lien. Mais comme quoi, voilà, j'aime bien ton approche où le on-site et le off-site, c'est ensemble. Mmh. Donc merci pour cet échange. C'était Retour en 2025 de discussion. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux pour plus de contenu.